Ça veut dire, c'est la même chose qu'on retrouve en ce moment. En ce moment, on retrouve une sorte de panique devant les découvertes de la génétique. Et particulièrement chez les gens de gauche, ou qui se croient de gauche, ou qui pensent que c'est ça être de gauche, l'idée que c'est pas possible que nous ayons comme ça, de façon immanente, des choses qui sont innées. Et si vous voulez, dans les gens qui se pensent progressistes, tout doit venir de l'éducation. Et donc, on ne peut pas admettre qu'il y ait le fixisme que les gens attribuent à la génétique. Or, c'est pas du tout ça qu'enseigne la génétique. La génétique nous enseigne que nous sommes tous différents, qu'il n'y a pas deux êtres semblables. C'est déjà formidable. Si vous voulez, mon parcours est à la fois sinueux et un petit peu... parce que j'ai jamais voulu faire carrière. Donc, c'est plutôt les sujets qui m'intéressaient, qui tout d'un coup prenaient une grande ampleur, et moi j'avais envie d'agir. Et c'est vrai que j'ai un de mes amis qui m'a dit une fois, de façon assez méprisante, « Tu as la fureur de réaliser ». Mais en fait c'est vrai. Par exemple, quand ma génération a eu 3 enfants par femme, en moyenne, ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui en avaient 4 ou 5, etc., à un moment où il y avait 8 millions de gens sans logement. Et ceux qui étaient logés n'importe comment, et donc c'était quand même extrêmement difficile. Et tout était interdit à ce moment-là, c'est-à-dire même de parler de contraception. Le mot contraception était absolument interdit, on ne devait pas parler contre la natalité. On était encore sous le régime d'une loi votée en 1920, qu'on appelait par la Chambre, qu'on appelait la Chambre Bleu Horizon après la guerre de 14-18, et qui pensait qu'en interdisant, en étant absolument diabolique, des sortes de contrôle complet de la vie intime de la femme, on pourrait arriver à faire des enfants. Enfin, c'est pas vrai. Si on a fait tous les enfants, je viens de vous dire, à la libération de 1945, c'est parce que, d'une part, ça faisait quand même 6 ans qu'on était étouffés comme ça. Nous, les jeunes filles et les jeunes femmes, nos amoureux n'étaient pas là. Songez que nous avions 300 000 célibataires qui étaient prisonniers de guerre en Allemagne et 450 000 jeunes de 20 ans, 21 ans qui avaient été pour le STO, le service du travail obligatoire, soit étaient partis en Allemagne pour travailler, soit s'étaient réfugiés dans le maquis pour ne pas aller travailler en Allemagne. Donc ça fait 750 000 amoureux, si vous voulez, qui n'étaient pas là. Bon, tout d'un coup, tout le monde revient, c'est la liberté enfin, et donc on avait envie de se marier et on avait envie d'avoir des enfants. Là-dessus, les gens qui ont fait le programme de la résistance ont fait un chapitre sur la politique familiale, absolument remarquable, d'ailleurs inspiré par Alfred Sauvy, qui était un vrai génie. Et donc on a eu une politique familiale à faire rêver, et on a fait des tas d'enfants. Mais au bout de, disons, 5-6 ans, j'ai commencé à avoir mes amis qui me disaient « mais il y en a marre, on n'ose plus maintenant, je dis à mon mari ne viens plus dans le lit parce que vraiment on était enceinte tout le temps, et puis on n'avait rien, enfin bon. Alors à ce moment-là, en 1955, mon mari est rentré un soir en me disant « dans le monde il y a quelques lignes
disant ce qui vont t'intéresser. Il y a une dame, une doctoresse, qui a parlé à l'Académie des sciences morales et politiques du contrôle des naissances. Je me suis précipitée là-dessus. J'ai vu une personne avec un nom très compliqué, elle avait 3 noms de famille. Lagroua Veil-Lalé. Lagroua, c'était son nom de jeune fille, Veil-Lalé, c'était le nom de son mari. Et je lui ai écrit tout de suite en lui disant ce sujet est absolument capital, mais il faut faire quelque chose. Il ne faut pas seulement en parler. Et moi, je vous propose de réunir les femmes, de vous faire une association de femmes. Et là, à ce moment-là, quand on sera très nombreuses, on ne pourra pas nous mettre toutes en prison et il faudra obtenir quelque chose. Bon, donc, si vous voulez, c'est toujours comme ça que j'ai essayé de faire, c'est-à-dire de réaliser dans les domaines où il me semblait que c'était tout à fait importantissime pour les femmes. Alors, peu après, alors d'abord, on s'est très bien entendu avec Marie-André Lagroua Veil-Lalé, donc que j'appellerai maintenant Marie-André simplement, qui a été la présidente de l'association que nous avons faite, que nous avons d'ailleurs appelée la maternité heureuse, parce qu'on ne pouvait pas l'appeler, après elle est devenue le planning familial, non. Mais il a fallu attendre que la loi, qu'on ait quand même dépassé le moment où on a craint quand même d'être arrêté, on risquait 3 mois de prison et une amende de 40 000 francs. C'était pas rien. Elle m'a dit, moi je prends tout le côté médical puisque je suis médecin, et vous, tout le reste, c'est-à-dire la démographie, la sociologie, la psychologie. Bon. Donc j'ai repris mes études pour être à la hauteur, parce qu'elle m'envoyait pour contradire tel et tel grand monsieur qui parlait à la Sorbonne, etc., etc. Donc il fallait que je sois à la hauteur. Alors quand vous me parlez de mon parcours de vie, il a été chaotique comme ça, parce que selon les nécessités, eh bien je me formais dans ci, dans ça. Puis quand peu à peu tout ça a pris une ampleur formidable, qu'on est arrivé à changer la loi, moi à ce moment-là j'ai commencé à m'intéresser énormément au problème du travail pour les femmes, parce que votre génération, quand elle pense à nous, elle dit « Oh, vous avez une veine folle parce que vous avez eu les 30 glorieuses, c'est-à-dire 30 ans de croissance, 30 ans sans chômage, avec le plein emploi complet, etc. » Est-ce que vous avez jamais réfléchi que pendant ces 30 ans, il n'y a que les hommes qui travaillaient? C'était le plein emploi des hommes. Il n'y avait que les hommes. Parce que nous, les femmes, nous étions avec nos 3, 4, 5 enfants à la maison. Il fallait encore faire la queue pour les courses, il fallait tout faire. Enfin, moi, j'avais même pas encore l'eau chaude courante. Enfin, c'était, si vous voulez, tellement une vie où les femmes avaient une rentabilité dans la mesure où elles transformaient, par exemple, moi je faisais tous les vêtements de ma famille, et mes congénères aussi, c'est-à-dire on tricotait, on cousait, on raccommodait, on faisait les confitures, on faisait tout eux-mêmes, mais on avait une valeur économique. Puis peu à peu, pendant justement les 30 glorieuses, alors sont arrivés les vêtements tout faits, etc. Et nous, on a perdu toute rentabilité. Et à ce moment-là, des millions de femmes se sont trouvées, disons à 40 ans, avec 40-45 ans, même à 35, avec des enfants déjà scolarisés, etc., n'ayant aucune formation et maintenant n'ayant plus aucune rentabilité. Alors elles dépendaient entièrement du mari. Je dois dire qu'on est quand même restés mariés, nous, dans des proportions considérables, parce que dans ma génération, qui s'est énormément mariée, parce que 92% des gens se mariaient à l'époque. C'est donc formidable comme proportion.
et nous n'avions qu'un divorce pour 10 mariages. Donc on y arrivait. Mais ça veut dire que les femmes étaient entièrement dépendantes. Donc en voyant ça autour de moi, j'ai eu vraiment envie de leur permettre d'avoir tout de même... Bon, mettons, vous avez 30 ans, dans 5 ans, vous avez encore quand même une plage de vie devant vous. Alors imaginez une femme de 35 ans qui vous dit « ma vie est finie puisque je ne pourrai jamais rien faire, je n'ai pas de formation. » Donc, moi, devant ça, j'ai donc créé même complètement une formule d'orientation professionnelle pour femmes adultes, etc. J'ai créé, retravaillé, j'ai eu plus que 200 000 femmes qui sont venues dans mes stages. Et d'ailleurs, je dois dire que maintenant, dans l'extrême vieillesse, c'est un grand réconfort parce que, encore maintenant, dans l'autobus, dans la rue, j'ai des personnes qui me disent « Oh, madame, j'ai fait retravailler, j'ai fait vos stages, et ça m'a changé la vie. » J'ai entendu ça des milliers de fois. C'est formidable quand vous entendez ça. À chaque occasion, je cherchais qu'est-ce qu'on pouvait faire pour améliorer réellement les choses, mais sans provocation, etc. Alors, il est certain que dans ce parcours, j'ai rencontré, côtoyé, et je me suis opposée, par exemple, à des femmes qui, dans les années 60, avaient la théorie du genre. C'est-à-dire, je dirais, des provocatrices. Bon, par exemple, le docteur Veilale et moi, nous étions parvenus, avec le planning familial, d'abord à faire changer en 1967, 12 ans après notre fondation, changer la loi sur la contraception, donc, grâce à un député gaulliste, M. Neuwirth, Lucien Neuwirth, qui nous a permis, d'abord, il a été voir De Gaulle pour essayer de savoir ce que De Gaulle pensait, bon, il a réussi à le convaincre, et nous, dans notre esprit, si on arrivait à avoir la contraception, d'autant que dans les pays scandinaves, c'était même dans la loi, c'était le contrôle des naissances était passé dans la loi. En Amérique et en Angleterre aussi. Donc il y avait de plus en plus de moyens de contraception, et puis la pilule est arrivée en 1965, enfin en 1960 aux États-Unis, en France en 65. Et donc nous, on voulait en faire profiter toutes les femmes. Grâce à M. Neuwirth, nous avons su que nous pouvions changer la loi en 67 parce qu'on faisait des pointages avec tous ces messieurs, l'Assemblée gaulliste, il y avait que des hommes là-dedans. Or, la contraception, c'était véritablement demandé aux hommes de tout à coup laisser la femme complètement libre, libre de disposer de son corps, soit pour ne pas faire un enfant si elle n'en avait pas envie, soit pour épanouir sa sexualité librement. Et une fois que ça a été voté en 67, on nous avait dit restons assez discrets et nous allons obtenir la dépénalisation de l'avortement en douce. Parce que c'est quand même, pour les hommes, bien moins... c'est un sacrifice bien moindre, parce que dans une assemblée d'hommes, il y en avait au moins la moitié qui, dans leur vie, avaient provoqué un avortement pour une femme. C'est-à-dire que quand une femme a besoin d'avorter, presque toujours l'homme est d'accord, parce qu'il n'a pas envie de cet enfant. Et donc, ces députés ne l'auraient pas avoué, mais ils étaient prêts à le faire. Et à ce moment-là, sont arrivées toutes les MLF, MLAC et compagnie. Là, qu'elles n'ont rien trouvé de mieux que de faire des avortements publics, comme ça. Ouais. Ce qui fait que, alors qu'on allait avoir la dépénalisation de l'avortement vraiment très facilement, ça a été retardé de 5 ans. Parce que là, ça a fait des histoires pas possibles. Non, moi j'étais dans un mouvement
politique qui était tout à fait de gauche et très légaliste, etc., et très très féministe. Mais je me rappelle avoir été quand même un peu surprise à un moment parce que je me suis aperçue que j'étais presque la seule femme mère de famille, mariée mère de famille dans ma section. Les autres étaient des gouines. Alors, j'ai rien contre, mais on ne peut pas faire un mouvement qui représente les femmes rien qu'avec des gouines. C'est quand même pas... C'est souvent un reproche qui est fait, même aux États-Unis, que les mouvements féministes ont beaucoup été portés par des lesbiennes. Là, c'était très net. Et je sais que je leur disais, mais comment vous pouvez comprendre les problèmes d'une mère de famille? Parce que là, nous avons parlé, là je vous ai parlé du travail, mais dans l'éducation des enfants, dans la vie de famille, c'est l'homme qui en ce moment est dépassé, c'est le père. Là, vraiment, les femmes veulent tout. Elles veulent à la fois être légales dans la vie publique et tout, et supérieures dans la famille. Et donc, à l'heure actuelle, dans les séparations qui sont très très nombreuses, des divorces et les séparations des gens pas mariés, c'est la femme qui a la garde de l'enfant à tous les coups. Disons qu'à partir de 1968, où tous les étudiants étaient dans la rue, ils ont été relayés, entre autres, par des femmes qui connaissaient rien d'ailleurs vraiment à la condition féminine, mais qui étaient avant tout mues par cette idée qu'on trouve un peu dans le livre de Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient. Alors, je vous rappelle que cette formule est imitée de Erasme. C'est Erasme qui a écrit « On ne naît pas homme, on le devient ». Il voulait... Bon, tout le monde comprend ce que ça veut dire quand Erasme le dit, et Simone de Beauvoir a voulu dire que finalement la femme naissait tout à fait comme l'homme, et que c'était une civilisation perfide qui peu à peu l'obligeait à suivre certains stéréotypes et à adopter un genre féminin donc qui lui était toujours défavorable et qui faisait qu'elle était moins payée, qu'elle ne pouvait pas faire ci, qu'elle ne pouvait pas faire ça, etc. etc. Or, dans la réalité des choses, en tout cas dans les années 60-70, là dont je suis en train de parler, on était en train de découvrir les hormones et tout ce que les hormones peuvent provoquer. D'ailleurs, chez les hommes aussi, on parlait beaucoup de la testostérone, l'hormone mâle, etc., et les hormones féminines. C'est l'époque où on venait de découvrir que la femme avait un cycle menstruel avec donc des hormones différentes, estrogène, progestérone, etc. Que c'est d'ailleurs comme ça qu'on en pouvait justement enfin trouver des moyens anticonceptionnels, puisqu'il y avait une période différente où la femme n'était pas féconde, etc. Et les femmes dont je parle, que j'appelle les provocatrices, pour elles, tout ce qui touchait à la nature, à la médecine, aux données de ce qu'elles disaient de la nature, elles détestaient. Elles détestaient ça, et elles voulaient absolument promouvoir l'idée que c'est avec ses désirs, avec sa psyché, que en réalité on est une individualité. C'est exactement ce qui se passe maintenant, c'est la même chose. Alors qu'est-ce qui s'est passé depuis? Disons que, d'abord, je reviens à la formule de Simone de Beauvoir. En réalité, on est femme ou homme. Par exemple, le bébé fille, au moment de sa naissance, possède tous ses ovocytes. Je ne sais pas si vous le saviez. Elle a en réserve
les ovocytes qu'elle va pondre ensuite. Disons que le corps de ce bébé-fille est déjà tout un programme. Et on n'y pourra rien. Elle aura une puberté à telle date à peu près. Après, elle aura une vie avec ce cycle qui d'ailleurs souvent se traduit par des sautes d'humeur parce que c'est pas toujours très facile la période juste avant les règles, etc. Mais c'est une donnée qui est inscrite dans... Elle aura ses seins qui vont se développer, elle aura son corps comme ça, elle n'aura pas de barbe, elle aura... Bon, tout va se construire en elle, c'est déjà programmé. Et donc, dans cette période de la fin du XXe siècle et du début de ce siècle, ici, ce sont les découvertes de la génétique qui gênent les personnes. Avant c'était les hormones, maintenant c'est toute la génétique. Il faut balayer ça, elles ne peuvent pas supporter que la nature soit un support aussi fort et aussi scientifiquement démontrable. Par exemple, je me rappelle un colloque qui était présidé par Françoise Giroud. Vous voyez toutes les formes de création. Il y avait même la mode, il y avait... Enfin, bon. Elle m'avait demandé d'introduire ces réflexions de 2 jours en faisant des hypothèses. Quelles sont les hypothèses qu'on peut faire qui font qu'il y ait des différences entre les créations des hommes et des femmes. Alors j'arrive à l'hypothèse génétique et je dis que maintenant il est avéré que dans chacune de nos cellules, les chromosomes sont pareils pour 22 paires, mais la dernière paire est différente selon qu'on est une femme ou un homme. Donc dans chaque cellule, chacune de nos cellules est féminine ou masculine. À ce moment-là, il y a une bonne femme qui se lève dans l'assistance. La pauvre, il faut dire qu'elle n'était pas gâtée par la nature et elle avait un air de virago extrêmement moche en plus. Et elle me dit « Tes chromosomes, crache-les, crache ces chromosomes, etc. » Bon, c'était pour elle l'abomination de l'abomination de redonner enfin, cette base donnée par la nature, c'était affreux. Je lui ai dit, je veux bien cracher mes chromosomes, mais dans ma salive, il va y avoir du XX, alors que si j'étais un homme, il y aurait du XY. Bon, elle était comme folle, et bon, j'ai failli ne pas pouvoir finir. Hein. D'ailleurs, il m'est arrivé souvent d'être comme ça, agressée par... Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la même chose qu'on retrouve en ce moment. En ce moment, on retrouve une sorte de panique devant les découvertes de la génétique. Et particulièrement chez les gens de gauche ou qui se croient de gauche ou qui pensent que c'est ça être de gauche, l'idée que c'est pas possible que nous ayons comme ça, de façon immanente, des choses qui sont innées. Et si vous voulez, dans les gens qui se pensent progressistes, tout doit venir de l'éducation. Et donc, on ne peut pas admettre qu'il y ait le fixisme que les gens attribuent à la génétique. Or, ce n'est pas du tout ça qu'enseigne la génétique. La génétique nous enseigne que nous sommes tous différents, qu'il n'y a pas 2 êtres semblables. C'est déjà formidable. Que d'autre part, plus on se mélange, par exemple entre les ethnies, etc., meilleur c'est pour les résultats finaux. Il n'y a pas pire pour l'espèce humaine que de vivre en autarcie et de copuler entre soi, etc. Au contraire, disons que l'ouverture vers le monde, la génétique, elle est tout à fait pour, c'est une sorte de... Mais pour ça, il faut penser, même un instant, que nous sommes une espèce humaine. Et ça, alors,
là, les personnes pour qui tout n'est que psyché, etc., bon, pendant des décennies, on a subi, surtout ces années 60-70, on a subi, par exemple, la psychosomatique. Tout était psychique dans l'idée. Hein. Vous étiez un cancer, c'était certainement parce que, alors on cherchait si on avait désiré son papa ou au contraire, je ne sais pas quoi. En réalité, plus la science nous écarte un petit peu les obscurités, plus on s'aperçoit par exemple qu'il y a des tas de sortes de cancers différents, etc., mais qu'on ne peut pas avec... oui, il faut se battre en faisant en prenant ses médicaments, etc., y mettre du moral, mais c'est pas psychosomatique par définition. Or là, il y a justement une formidable résistance aux découvertes peu à peu de la génétique et du fait que une femme est une femme, un homme est un homme. Bon, alors maintenant, est-ce que, étant différents, ils doivent forcément être inégaux dans la société? Non, ça, il n'y a absolument rien dans la nature maintenant que nous sommes arrivés à des civilisations où quand même, vous les hommes, vous ne chassez plus le roc, que je sache, et nous arrivons quand même à faire les mêmes calculs que vous, ou les mêmes... on partage... Alors maintenant, justement, à la fin du livre que je viens de terminer, je dis que jamais dans ma vie, je n'ai vu un moment où les hommes et les femmes étaient aussi semblables que des jeunes gens qui ont maintenant, disons, 25-30 ans. Ils ont été dans les mêmes classes, ils ont fait les mêmes études, et exactement, au même âge, etc. Ils ont fait les mêmes voyages, les mêmes, etc. Ils n'ont pas été élevés séparément, tandis qu'autrefois, quand même, les filles et les garçons... Et pour tout, là, ce qui était absolument capital avant et qui les différenciait, c'était que pour tout ce qui était la procréation, la femme dépendait de l'homme, quoi. Et là, maintenant, elle peut gérer elle-même. Donc, comme lui, disons qu'ils sont de plus en plus semblables, ce qui, d'ailleurs, rend très fragiles les couples. Les couples d'aujourd'hui sont faits de deux individus qui sont en eux-mêmes complets, parce qu'elle ne dépend plus du point de vue pécunier de son mari. Chacun gagne sa vie, bon, ils partagent, mais ils peuvent très facilement se séparer, et hélas, c'est ce qui se passe d'ailleurs. Et une des choses que je déplore énormément, c'est que maintenant on en est arrivé à ce que entre un enfant sur 2 et un enfant sur 3 voient ses parents se séparer avant d'avoir 12 ans. Ça, c'est assez dramatique, mais la société actuelle ne veut pas le voir. Elle ne veut pas le voir parce qu'elle est absolument persuadée que ce qu'il faut avant tout, c'est justement qu'on arrive à cette égalité entre les deux. Égalité peut-être, mais commune responsabilité. Ils ont quand même la commune responsabilité des enfants qu'ils ont fait volontairement. Donc dans cette vie où tout semble, quand je dis tout, c'est même la vie sexuelle, semble résulter de la décision de la personne, de ses désirs et de ses décisions, de ses pensées. Par exemple, que même si la petite fille n'est vraiment petite fille et le garçon garçon, après, ils peuvent être homosexuels l'un et l'autre et avoir finalement donc une sexualité qui se dirigera de façon différente. Et effectivement, ça existe dans la nature. S'il y a
et il y a toujours eu, je crois, un certain pourcentage d'hommes qui ont des tendances homosexuelles. On pourrait chercher les origines. Moi, je pense, pour avoir beaucoup cherché là-dessus, qu'il y a certainement une histoire de l'imprégnation hormonale au cours de la grossesse. Et là, je peux en apporter des preuves. Mais il peut y avoir aussi des événements psychologiques qui sont intervenus très, très tôt dans l'enfance. Bon. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas une nature féminine et une nature masculine. Alors, ce genre qui est tellement vanté, il dépend entièrement de la société dans laquelle on vit. Parce que maintenant, il est certain que, je viens de le dire, la vie d'une jeune femme d'une trentaine d'années qui a fait des études est très semblable à la vie d'un garçon qui a fait les mêmes études, etc. De plus, je reviens là-dessus parce que, ayant passé des milliers et milliers d'heures à faire la cuisine et à faire le ménage et les vêtements, là maintenant, appuyer sur le bouton du micro-ondes quand on y a mis un plat tout fait, c'est aussi bien pour un homme que pour une femme. Maintenant, on fait des chemises d'hommes qui n'ont pas besoin d'être passées, etc. Alors que moi, quand j'étais jeune fille, jeune femme, un homme ne pouvait pas vivre tout seul sans une femme qui lui fasse à bouffer et tout ça s'il travaillait. Donc il y a une sorte de progrès extraordinaire dans le genre de vie qu'il est possible de conduire, et c'est toujours comme ça. Quand les gens sont très inégaux, il n'y a pas de révolte. Mais quand l'égalité peu à peu arrive, alors le reste d'inégalité, c'est comme une écharpe, et on veut absolument s'en débarrasser. Et là maintenant, c'est principalement donc dans la sphère du pouvoir, dans certaines sphères assez peu nombreuses mais très résistantes. Et donc, à force de réfléchir à ça, certaines personnes pensent que les femmes n'ayant pas dans leur esprit de féminité instinctive, on leur a imposé dans l'enfance. Et donc on en arrive à ces professeurs, et même professeurs du primaire et même de l'école maternelle, qui maintenant aimeraient bien changer les stéréotypes. Là, donc la théorie du genre arrive à ça très, très vite, n'est-ce pas? On a vu que on voudrait, par les jeux, par les lectures, les choses des enfants, etc., arriver à faire en sorte que les enfants soient asexués du point de vue du genre, hein, et puissent ensuite choisir ce qu'ils veulent. Alors, ceci m'amène à faire plusieurs remarques. D'abord que cette perspective, on l'a eu exactement la même chose dans les années 70. Avec publication de livres, moi-même j'ai demandé la révision des livres de classe, etc., où la maman faisait toujours le ménage et le papa avait la voiture, etc., etc. Tout ça a été vu et revu, et avait même des stupidités. Je me rappelle, en 72, 73, il y a eu un livre qui s'appelait « Du côté des petites filles ». C'était d'une Italienne qui s'appelait Bellotti. Ce livre a eu un succès faramineux, et en réalité, elle disait dedans que les mères ne s'occupaient pas des petites filles parce que c'était secondaire, etc. Elle oubliait que les garçons sont beaucoup plus fragiles, que par exemple sur 100 enfants qui naissent, il y a plus de mortalité infantile chez les garçons que chez les filles.
le fœtus d'abord masculin et ensuite le bébé garçon est plus fragile. Mais ça, c'est la nature. Mais comme elle ne voulait pas, elle écrivait des trucs insensés. Bon, donc, ces stéréotypes, il faut se rendre compte qu'il y en a qui sont culturels et stupides, en effet, et qui dépendent d'une société, mais il y en a d'autres qui sont véritablement ancrés dans une sorte de personnalité féminine ou masculine. Et il suffit que vous ayez des enfants d'ailleurs pour s'en apercevoir, parce que vous pouvez toujours donner une poupée à un petit garçon et une auto à une petite fille, vous n'aurez pas beaucoup de succès. Mais je voudrais par exemple donner quelques exemples de stéréotypes qu'on ne peut pas changer parce qu'ils sont inhérents à une nature. Alors, je commencerai par exemple par quelque chose que j'ai moi-même nié. À savoir le narcissisme féminin. La femme est nettement plus narcissique que l'homme, qu'il est pas mal d'ailleurs, enfin, et qui le devient encore de plus en plus en ce moment. Et puis alors, plus on a d'homosexuels hommes, plus on a une civilisation, une culture en ce moment d'un narcissisme masculin terrible. Sur ce narcissisme, il conduit à que dans toutes les civilisations, la femme a des manières de se parer, de se coiffer, de se maquiller, de s'embellir de toutes les façons, très différentes de l'homme, dans toutes les civilisations. Et je vais vous raconter une chose que m'a racontée Germaine Tillon. Alors, Germaine Tillon, qui va rentrer au Panthéon très bientôt, là, était une anthropologue tout à fait remarquable, spécialiste du Maghreb. Bon, et elle s'intéressait beaucoup à ce que je faisais. Un jour, on parlait justement de l'homme, la femme, enfin, etc. Et elle a été déportée à Ravensbrück pendant la guerre. Et elle m'a raconté la chose suivante. Elle m'a dit, à Ravensbrück, se maquiller était puni de mort. Et donc, vous allez me dire, il n'y avait pas de... Eh bien, elle m'a dit, les femmes pilaient de la brique, comme ça, avec une pierre, pour se rosir les joues, en mettre un peu sur les lèvres, et je les ai vues aussi écraser un peu de charbon pour se faire les sourcils, etc. Et elle me dit, quelquefois, on était obligé de dire à une femme, tu sais, ça se voit ton truc que tu as mis, tu veux... C'est quand même extraordinaire. Elle n'avait aucunement envie de séduire le SS de service. Ça me semble exclu. C'était pour elle. Et toutes les femmes, très nombreuses, auxquelles j'ai raconté cette anecdote, m'ont dit, mais c'est vrai, c'était pour leur dignité personnelle. Et presque toutes les femmes ont toujours une anecdote à vous raconter au moment où elles devaient être opérées ou que ça. Leur préoccupation principale, c'était est-ce que, comme moi qui vous ai dit tout à l'heure, j'ai pas été chez le coiffeur, je savais pas que vous filmeriez. Bon, c'est inné, vraiment inné. Alors qu'il y ait une ou deux femmes chez qui ça a été brouillé ou comme ça, je veux bien, mais ce narcissisme de base existe dans toutes les sociétés, dans toutes les sociétés. J'ai entendu, il y a 2-3 mois, à la télévision, une émission justement sur la différence de salaire entre les hommes et les femmes, et disant c'est parce qu'ils ne font pas les mêmes métiers. C'est parfaitement exact. Bon, il se trouve que j'ai été nommée à la tête d'un réseau sur la diversification des métiers féminins, un réseau que j'ai dirigé pendant 15 ans. Pendant 15 ans, avec d'abord 12-15 pays, etc., parce que c'était pour l'Europe, j'ai cherché dans tous ces pays à toujours trouver des métiers nouveaux pour les femmes, etc. Eh bien, c'est comme si j'avais craché en l'air, parce que peu à peu se sont dégagés des résultats intéressants de ces 15 années d'efforts. Mais ces 15 années d'efforts m'ont montré que dans certains domaines, c'était pas compliqué, il fallait avoir des modèles.
je vais vous donner un exemple très simple. L'idée m'est venue parce que mon expert allemande m'a dit « Comment voulez-vous qu'une femme devienne professeur de mathématiques puisque les professeurs de mathématiques sont toujours des hommes ?» Je lui ai dit « Ben non, pas en France. » Elle me dit « Comment, vous avez des professeurs de mathématiques femmes ?» J'ai dit « Oui, même beaucoup. » Et puis j'ai demandé à mes autres, alors l'expert italienne m'a dit « Mais oui, moi aussi j'ai des profs de... » Mais en Allemagne, non. Il n'y avait jamais de professeur de mathématiques femmes. Et donc, du coup, les jeunes filles n'allaient pas du tout vers les mathématiques. Tandis que dans d'autres pays, comme au Portugal, en Espagne, on avait des profs de maths femmes. Bon. En revanche, pour les ingénieurs, là, ça a été assez difficile, justement, parce que les scientifiques préféraient devenir professeurs, parce qu'il y avait d'abord, c'était le secteur public, donc c'était plus sûr, etc. Et elles étaient moins concurrencées que les hommes. J'ai quand même réussi, particulièrement au Danemark et en France, à faire bouger beaucoup le pourcentage de femmes ingénieures. Mais c'était très difficile. Mais pour d'autres métiers, je vais vous donner un exemple. Comme à ce moment-là, l'informatique commençait à déferler dans les classes. On commençait juste dans les années 80, 85 par là, à avoir, particulièrement en Angleterre, dans les pays scandinaves, plus qu'en France d'ailleurs, des computers pour les élèves des deux sexes. Et donc on s'est dit, voilà un truc qui commence en même temps pour les deux sexes qui sont dans les mêmes classes, on va voir. Et quand vous regardez plusieurs décennies après, vous vous apercevez que par exemple, dans le domaine illégal, les hackers, ce sont tous des garçons. Je ne sais pas si vous connaissez des hackers femmes. Non, en général, non. Alors que vraiment, le hacker, c'est typiquement... Et dans le domaine légal, enfin, ceux qui font les logiciels, enfin, tout ça, c'est des hommes. Alors, il y a des femmes qui font de l'informatique, qui sont informaticiennes et tout, mais ils ne sont pas dans les mêmes domaines au bout de plusieurs décennies. Par exemple, moi j'avais trouvé un métier qui n'existait pas, qui commençait, et donc faire un stage, c'était les images de synthèse. Ça ne se faisait pas du tout. Donc former des filles dans des images de synthèse, ça me semblait une bonne idée parce que il y a un côté artistique et qu'elles aiment bien ça, elles cherchent beaucoup ça. Et bien des années après, il n'y a presque que des hommes dans les images de synthèse. Et celles qu'on a formées, il y en a la moitié qui ont lâché. Plus que la moitié. Donc si vous voulez, il ne faut pas, sur cette question du genre, il faut analyser une société à un moment donné. Qu'est-ce qui paye que, par exemple, vous avez en ce moment plus de femmes que d'hommes en médecine. D'autant plus que, comme il y a... du moment où vous avez une profession qui a un concours ou un examen d'entrée, c'est tout à fait favorable aux femmes en général. C'est le cas, par exemple, pour la magistrature. Moi, je me rappelle le temps où la magistrature était interdite aux filles. Et donc, elle a été ouverte ensuite. Et je me rappelle avoir vu sur des petits fascicules sur l'école de la magistrature, il y avait écrit « à ne distribuer que dans les lycées de garçons ». Parce que maintenant, il y a plus de juges, de magistrats. À un moment, on a dit « elles ne seront jamais procureurs ». Ben si, maintenant, il y a des procureurs, etc. Donc, je crois que les sociétés se modifient et que plutôt que... on ne peut parler d'inégalité que quand véritablement elle est organisée comme ça, parce qu'il y a quand même moyen de rattraper le genre qui sera le plus rentable.
Cependant, à faire ça, on finit par avoir une sorte de guerre des sexes, plus ou moins, qui n'existait pas de mon temps. Hein. J'ai du mal à le faire comprendre, mais c'est vrai que quand j'étais jeune fille ou jeune femme, d'abord j'ai dit jeune fille parce que maintenant il n'y a plus de jeunes filles. Il y a des filles, mais il n'y a plus de jeunes filles. C'est un animal qui a complètement disparu. Je ne sais pas si c'était mieux ou pas mieux. Enfin, certain que la jeune fille, il n'y en a plus. Mais les hommes s'adressaient à nous avec une courtoisie et avec un respect et nous faisaient la cour, je crois, beaucoup plus que maintenant. Alors je voulais savoir ce qui vous a poussé à devenir marraine de SOS Papa. Oh, j'ai commencé bien avant à m'intéresser à cette question du père et je dirais de la souffrance des hommes qui à partir justement de la fin des années 70, début des années 80, ont été de plus en plus éloignés de leurs enfants. Il faut songer que ce n'est qu'en 2002 que la loi qu'a fait voter Ségolène Royal donne l'autorité parentale aux deux parents, le père et la mère, après une séparation. Mais jusqu'à 2002, c'était la mère qui avait... c'est pas du tout juste. Alors, ce que je voudrais dire d'abord, c'est qu'extraordinairement, la société a été aveugle, sourde, à tout ce qui pouvait être la douleur des pères séparés de leurs enfants. Parce que d'abord, il faut bien se rendre compte que du moment où le divorce a commencé à augmenter, donc dans ces années-là, et à atteindre plus de 100 000 par an, 130 000, etc., c'est dans la proportion des 3/4 la femme qui veut divorcer. C'est pas le mari. C'est l'initiation du divorce, c'est la femme. Et la plupart du temps, c'est parce qu'elle est sûre qu'elle aura les enfants. Et donc, j'avais été quand même très frappée de ce que les hommes ont, tout d'un coup, ils perdaient tout. Très souvent, ils perdaient leur appartement parce qu'ils y restaient, les enfants, etc. Et qu'il semblait que c'était tout à fait normal. Et puis, j'ai lu un texte d'un homme qui, comme ça, avait divorcé et on lui avait donné au tribunal, je crois que c'était à Paris, une feuille renéotypée où il fallait qu'il coche les fameux un week-end sur deux, la moitié des vacances, etc. Tout ça était renéotypé et dans cet article, ce type que j'ai jamais connu, il s'appelait El Hakim, je me rappelle la signature de l'article, disait c'est comme si on me demandait de partager mon amour comme ça en un cinquième, un troisième, etc. Tout ce qui était ma vie, mes enfants, là, il fallait maintenant que je coche un truc qui était déjà préfabriqué, parce que comme ça, on le distribuait. Ça m'avait beaucoup frappée parce que on sentait véritablement que l'amour paternel, et sans penser à la réciproque, qui est le besoin de l'enfant d'avoir un père, passait au bleu complètement dans cette histoire. Sur ce, un jour, en prenant l'autobus, je suis passée devant le palais de justice. Et devant le palais de justice, il y a une place avec le marché aux fleurs à côté. Et sur cette place, il y avait un cercueil qui était posé sur des pierres. Donc je me suis approchée, je suis descendue de l'autobus d'ailleurs, me suis approchée et dans le cercueil, il y avait un homme couché. Et sur les côtés du cercueil,
il y avait la photocopie des jugements qui lui retiraient ses enfants. Et je lui ai parlé parce qu'il m'a dit « Ah, ben vous êtes bien la première femme qui s'adresse à moi. Les seules personnes qui s'adressent à moi, ce sont des pères à qui on a retiré leurs enfants. » Et donc j'ai trouvé... Bon, après, les gendarmes sont venus et il a été obligé de retirer son truc, là. Bon. Mais il a réussi quand même pendant plusieurs jours à rester là et personne ne venait voir ce que c'était que cette douleur simplement tout à fait respectable quand même d'un père qui disait « j'ai jamais rien fait de mal, pourquoi est-ce qu'on retire mes enfants ?» Ce qui fait que j'ai commencé à m'intéresser à cette question et à en parler à des magistrats, parce qu'à ce moment-là j'étais au Conseil économique, je voyais beaucoup d'officiels, enfin, etc. Et j'ai été frappée de ce qu'ils m'ont dit « Oh, ces pères qui veulent... Vous savez, ce sont tous des branzingues. » Je me rappelle encore, ce sont tous des branzingues. Alors, c'est vrai que j'en ai vu beaucoup à ce moment-là, et que c'était des hommes perturbés. Mais il y avait de quoi, si vous voulez. Quand même, j'ai donc fait une petite enquête auprès des juges des affaires familiales, je me suis aperçue que c'était tous des femmes. J'ai été en voir plusieurs, et même à un moment, un petit groupe, et je me rappelle, je leur ai dit, dans votre métier, il faut que vous disiez le droit. Un juge, ça dit le droit. Mais c'est très difficile, dans un jugement qui va programmer la vie d'une famille, qu'est-ce que vous avez comme formation, en dehors d'avoir appris le droit, qui vous permet de planifier déjà ce que va être les morceaux de la famille que vous séparez. Et particulièrement le rôle du père ou de la mère, puisque... Alors, j'ai d'abord eu la surprise de m'apercevoir que ces magistrates étaient très soucieuses d'être formées un petit peu, parce qu'elles disaient, effectivement, nos études de droit ne nous ont pas du tout conduites à ça. Et elles avaient presque toutes, elles avaient fait une formation de psychanalyse. Alors, il faut dire que j'aime pas beaucoup la psychanalyse. Mon père était psychanalyste, et vraiment, il y a tellement d'idées reçues qui ont été déposées comme ça, qui ne sont pas prouvées et tout dans la psychanalyse, que j'ai trouvé que c'était une drôle d'idée. Et je me suis aperçue quand même que, de bonne foi, elle pensait qu'il valait mieux laisser l'enfant avec la mère, c'était pour l'enfant, c'était mieux, etc. Et je leur ai demandé si elles n'avaient pas eu des problèmes avec les pères qui sont dépossédés. Et là, alors, j'ai entendu, oh, vous savez, ils sont complètement zinzin. Enfin, véritablement, il n'y avait aucune sympathie. Sur ce, j'ai fait un voyage en Suède, et la Suède a eu un gros problème justement avec les pères, etc. Et les Suédois ont fait beaucoup d'études sur la paternité, et j'avais donc réussi à réunir pas mal d'ouvrages, bon, on m'avait traduit des bouts et tout, où il y avait toujours cette angoisse de l'homme qui se trouvait devant un juge femme, deux avocates femmes, sa femme, et on allait décider de tout ce qui serait finalement son influence sur son enfant, l'éducation de son enfant, etc. Puis j'ai vu beaucoup d'hommes dans cette situation et qui me disaient finalement je suis un papa vacances. Parce que je vois mes enfants, bon, pour eux, je suis un homme en short qui vous paye des glaces, etc. Mais ils n'ont aucune idée
de l'homme qui va travailler tous les jours, qui les entretient finalement, puisque je paye leur pension, etc. Alors que l'amant de ma femme, enfin le successeur, auquel en ce moment, en 2014, on veut donner un statut maintenant, on veut lui donner un statut du tiers. Quelle idée! C'est pas parce qu'il couche avec maman qu'il faut effacer papa, quand même. Ça me semble absolument ahurissant, cette façon de gommer le père un petit peu plus. Et donc, j'ai été extrêmement sensibilisée au fait que tous les hommes que je voyais me disaient, beaucoup d'entre eux d'ailleurs, faisaient des dépressions et écrivaient. J'ai reçu au moins une trentaine de manuscrits écrits avant que je rencontrais SOS Papa, vous voyez, déjà avant. Des hommes qui avaient écrit leurs douleurs, et bien aucun éditeur ne prenait ça. Donc ce qui m'a frappé surtout, c'est que dans ces années 80, 90, 2000, là, l'insensibilité de la société à ce problème.